17 août 1943, à 30 000 pieds, au-dessus de Schweinfurt, Allemagne, le bombardier principal des 230 forteresses volantes. B-17, approchant de Schweinfurt, observait à travers son site de bombardement, nordant alors que les tirs de flak anti-aériens explosaient autour de la formation. En dessous, 5 usines, produisant près des 2/3 des roulements à billes allemands, devenaient visibles à travers les brèches dans la fumée. L'industrie aéronautique allemande seule consommait 2,4 millions de roulements à billes par mois. Si ce raid réussissait, la machine de guerre allemande pourrait s'arrêter complètement. Mais alors que les bombes tombaient et que les chasseurs allemands attaquaient les formations de bombardiers, une réalité différente se dessinait à des milliers de kilomètres à Canton, Ohio. Pendant que les bombardiers américains mouraient pour détruire la production allemande de roulements à billes, 60 B-17 perdus ce jour-là, avec 102 membres d'équipage tués. Les usines américaines produisaient quelque chose que l'Allemagne ne pouvait égaler des roulements coniques, tapered roller bearings, qui fonctionnaient mieux que les roulements à billes pour la plupart des applications et ne dépendaient pas du tout de la technologie allemande. Ceci est l'histoire documentée de comment un immigrant allemand, fabricant de carrosses, a inventé un design de roulement supérieur en 1898, comment son entreprise est devenue la réponse américaine au monopole allemand sur les roulements à billes et comment cette innovation mécanique obscure a contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale. La friction transforme l'énergie cinétique en chaleur, tout en endommageant les surfaces et en gaspillant de l'énergie. C'est un problème fondamental dans tout mouvement mécanique. L'homme capable de réduire fondamentalement la friction, croyait Henry Timken, immigrant allemand, réaliserait quelque chose de véritablement utile pour le monde. Henry Timken est né le 16 août 1831 à Tarmstead, royaume de Hanovre. Il immigre aux États-Unis avec sa famille, à l'âge de 7 ans, s'installant dans le Missouri. Adolescent, il est apprenti chez un fabricant de carrosses et de chariots de premier plan. À 24 ans, il avait fondé sa propre usine de carrosses à St. Louis. En 1867, Timken reçoit un brevet pour le ressort de buggy Timken, qui devient largement utilisé aux États-Unis et produit sur une base de royalties par de nombreuses entreprises. Le succès de ce ressort rend Timken célèbre à l'échelle nationale et son entreprise de carrosses prospère. Vers 1895, Timken s'intéresse aux problèmes créés par la friction dans la conception des chariots. Les roulements conventionnels du XIXe siècle réduisaient bien la friction sous charge verticale, mais rencontraient des problèmes lorsque les roues devaient supporter des charges lourdes latérales, comme lorsque les véhicules prenaient des virages. Les roulements à billes, le type le plus courant de l'époque, utilisait des billes sphériques roulant entre une piste intérieure et une piste extérieure. Ils fonctionnaient parfaitement pour les charges légères et les hautes vitesses, mais présentaient des limites lorsqu'ils étaient soumis simultanément à de fortes charges radiales et axiales, comme une roue de chariot tournant sous poids. Les roulements à billes s'usaient rapidement. Timken, avec l'aide de ses 2 fils et d'un neveu, commence des expériences pour créer un roulement meilleur. Il développe un concept révolutionnaire. Au lieu de billes, utiliser des rouleaux coniques. Les rouleaux seraient en forme de cône, disposés à un angle entre des pistes également coniques. Cette géométrie permettrait au roulement de supporter simultanément les charges radiales perpendiculaires à l'axe et les charges axiales parallèles à l'axe, exactement ce dont les roues des véhicules avaient besoin. Le 1er mai 1898, Henry Timken reçoit 2 brevets pour son design de roulement conique. L'innovation est profonde. Son roulement peut supporter 5 fois la charge d'un roulement à billes, équivalent tout en maintenant une friction plus faible
et une durée de vie plus longue. En 1899, Timken incorpore la Timken Roller Bearing Axle Company dans un coin de son usine de carrosses de Saint-Louis. L'entreprise croît si rapidement qu'en 1901, Timken décide de déménager à Canton, Ohio, pour se rapprocher de l'industrie automobile émergente, centrée à Detroit et Cleveland, et des centres sidérurgiques de Pittsburgh et Cleveland. Pendant que Timken développe les roulements coniques en Amérique, l'Allemagne domine la production mondiale de roulements à billes. En 1883, l'entrepreneur allemand Friedrich Pfeiffer et son fils ont pionnier la production de masses de billes d'acier de précision à Schweinfurt en utilisant une machine à rectivier. Leur usine fusionne avec l'atelier de Georg Schaefer pour devenir Kugelfischer Georg Schaefer en 1909. Une autre société germano-suédoise, SKF Svenskar Fabrienne, fondée en 1907, s'étend rapidement à l'international. En 1908, SKF possède des bureaux en Allemagne et en France. En 1909, des filiales à New York, puis en Grande-Bretagne, Danemark, Norvège, Belgique, Hollande et Russie. SKF devient le plus grand fabricant de roulements au monde. Avant la Première Guerre mondiale, la plupart des roulements à billes utilisés en Amérique étaient importés d'Allemagne. Les entreprises allemandes s'étaient imposées grâce à une métallurgie supérieure, une fabrication de précision et une expansion agressive à l'international. Les voyages de Henry Timken en Allemagne en 1892 et 1895 lui procurent des avantages compétitifs. Il observe la technologie des moteurs à combustion interne de Daimler et Benz et assiste au développement avancé des roulements. L'Europe est des années en avance sur l'Amérique dans la production de roulements, mais le design de roulements coniques de Timken offre des avantages que les roulements à billes allemands ne pouvaient égaler. Pour les applications à charge lourde, camions-wagons de chemin de fer, machines industrielles, les rouleaux coniques surpassaient largement les roulements à billes. La géométrie distribuait les charges sur une ligne de contact plutôt qu'un point augmentant considérablement la capacité de charge. En 1920, la société Timken produisait 90% des roulements coniques américains. L'entreprise exploitait des usines de roulement à Columbus, Ohio, ouvertes en 1920, au Canada, 1922, et finirait par s'étendre à l'international. L'adoption par les chemins de fer fut cruciale. En 1923, les roulements Timken furent testés sur des tramways entre Canton et Cleveland, puis sur les wagons-caisses du chemin de fer Wheeling and Lake Erie. En 1926, le Chicago-Milwaukee St. Paul and Pacific Railroad commanda des roulements Timken pour des trains à grande vitesse tels que le Burlington Zephyr et le Santa Fe Super Chief. Lorsque la Première Guerre mondiale débuta en août 1914, le monopole allemand sur les roulements à billes devint une arme stratégique. Le blocus britannique réduisit les exportations allemandes. L'industrie américaine dépendante des roulements allemands fit face à des pénuries et les prix s'envolèrent. Mais les fabricants américains se trouvèrent incapables de remplacer rapidement les roulements à billes, car la production de billes de précision nécessitait des machines spécialisées et un savoir-faire concentré en Allemagne. Cependant, la société Timken disposait déjà d'une capacité de production pour les rouleaux coniques, une technologie différente qui fonctionnait mieux pour de nombreuses applications. De toute façon, la Première Guerre mondiale démontra que les roulements coniques pouvaient remplacer les roulements à billes dans la plupart des véhicules militaires. Les camions à fût d'artillerie et équipements lourds furent équipés de roulements Timken. La performance des roulements coniques Timken dans le matériel militaire de la Première Guerre mondiale impressionna les marchés européens.
Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne monta à la 2e position mondiale en fabrication automobile, créant des opportunités pour Timken d'étendre sa présence en Europe. La société entra sur les marchés internationaux, initialement en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, apportant la technologie américaine de roulement pour concurrencer directement les roulements à billes européens. Henry Timken mourut le 16 mars 1909 à San Diego, Californie, avant de voir l'impact total de ses inventions. Ses fils, H.I.H. Timken et W.R. Timken, continuèrent à développer l'entreprise. En 1917, face aux pénuries d'acier dues à la Première Guerre mondiale, Timken commença des opérations de production d'acier et de tubes à canton, afin d'intégrer verticalement la production et contrôler la qualité de l'acier pour roulement. Cette décision se révéla cruciale. Produire son propre acier signifiait contrôler la composition, le traitement thermique et la qualité à chaque étape. L'acier pour roulement nécessite un taux de carbone précis, une structure de grains uniforme et l'absence d'inclusion. En produisant l'acier en interne, Timken garantissait la qualité des roulements tout en se protégeant contre les interruptions d'approvisionnement. L'entreprise entra dans la Grande Dépression en position financière solide, ce qui la plaça parmi les entreprises industrielles les plus solides et bien gérées des années 1930. Elle s'étendit à des marchés non automobiles, agriculture, outillage, équipements industriels et chemins de fer, ce qui atténua les effets de la dépression. Au début des années 1930, Timken développa des roulements pour arbres d'hélice s'étendant à la construction navale, y compris des contrats pour la marine américaine. En 1932, Timken commença à fabriquer des forêts amovibles pour équipements de construction et miniers, offrant des débouchés pour la production d'acier en période de marché déprimé. Lorsque H.H. Timken mourut en 1940, son fils, H.H. Timken Jr. devint président. La société possédait des usines en Ohio-Canton, Columbus, Mount Vernon, au Canada, en Grande-Bretagne, en France et en Afrique du Sud. Timken employait des milliers de personnes et produisait des roulements pour pratiquement toutes les industries. Puis la guerre éclata de nouveau en Europe. En 1943, le renseignement allié identifia les roulements à billes comme une vulnérabilité critique allemande. Albert Speer, ministre allemand de l'armement, déclara « Dès le 20 septembre 1942, j'avais averti Hitler que la production de chars de Friedrichshofen et les installations de roulement à billes de Schweinfors étaient cruciales pour tout notre effort. Schweinfors, en Bavière centrale, abritait 4 complexes de fabrication de roulements à billes qui produisaient collectivement environ la moitié de la production totale allemande. Kugelfischer Georg Schäfer, le plus grand complexe au nord du rail principal, employait 11 700 ouvriers, même à la fin de la guerre en 1945, plus des travailleurs forcés. Une filiale de SKF se trouvait au sud-ouest de la gare, avec 2 usines VKF, une dans le centre-ville et une autre au sud du rail, également filiale de SKF. Le 8e Air Force américain planifiait de frapper la production allemande en détruisant ses usines. Le maréchal de l'air britannique Arthur Harris minimisait l'importance des roulements à billes, affirmant que les bombardiers de la RAF ne pourraient pas localiser une ville de la taille de Schweinfurt de nuit, encore moins atteindre des usines spécifiques. Mais l'USAF s'engagea dans le bombardement de précision en plein jour. Le 17 août 1943, 376 B-17 décollèrent pour attaquer les usines de Schweinfurt et de Messerschmitt à Regensburg. La mission fut catastrophique. Sur 230 B-17 attaquant Schweinfurt, 36 furent perdus, soit 15,7% de la force. Combiné aux pertes de Regensburg, 60 B-17 furent détruits ce jour-là. Sur 601 membres d'équipage perdus, 102 furent tués.
381 capturés, d'autres évadés ou internés. Les artilleurs des B-17 revendiquèrent 288 avions allemands détruits, alors que les pertes réelles de la Luftwaffe étaient de 25 à 35 chasseurs. Cependant, le bombardement fonctionna temporairement. La production allemande de roulements Sasta-Abille passa de 140 tonnes en juillet à 69 tonnes en août et 50 tonnes en septembre, soit une réduction de 64%. Le second raid de Schweinfurt eut lieu le 14 octobre 1943, le Jeudi noir. Cette fois, 60 des 229 B-17 d'attaquants furent perdus, soit un taux de perte de 26%. Les pertes totales furent de 594 disparus, 40 blessés et 5 tués. De telles pertes étaient insoutenables. Albert Speer admit plus tard que si les Alliés s'étaient s'étaient concentrés sur le bombardement des roulements à Bise 2 mois plus tard, la production de guerre aurait été affaiblie de manière fondamentale, et 4 mois plus tard, la production de guerre aurait été complètement arrêtée. Mais ils ne l'ont pas fait. Les raids étaient trop coûteux. Les missions de pénétration profonde, sans escorte de chasseurs à longue portée, entraînant des pertes catastrophiques. Les raids sur Schweinfurt furent suspendus jusqu'à ce que les P-51 Mustang, avec réservoirs supplémentaires, puissent escorter les bombardiers jusqu'aux cibles et retour. Malgré des raids dévastateurs, la pénurie de roulements à billes allemands n'a jamais paralysé la production de guerre. 3 facteurs empêchèrent l'effondrement. Premièrement, les stocks. L'Allemagne avait accumulé d'énormes réserves de roulements à billes. Les usines maintenaient des mois d'inventaire comme tampons contre les interruptions. Deuxièmement, les importations. L'Allemagne importait des roulements à billes de la Suède et de la Suisse neutre. SKF suédois fournissait environ 10% des besoins allemands jusqu'en 1943, augmentant à mesure que la production domestique diminuait. Les roulements étaient petits précieux et faciles à transporter clandestinement. Les avions Mosquito de la BOAC effectuèrent des missions dangereuses jusqu'en Suède, revenant chargés de roulements achetés par des agents alliés. Britanniques et Américains firent finalement pression sur la Suède pour réduire les exportations de roulements vers l'Allemagne. En avril 1944, les Alliés négocièrent directement avec SKF, offrant l'équivalent de 88 millions de couronnes pour mettre fin aux livraisons vers l'Allemagne. Des agents de l'OSS infiltrèrent l'usine SKF de Göteborg pour surveiller les expéditions, mais le mal était déjà fait. Les roulements suédois avaient soutenu la production allemande pendant des périodes critiques. Troisièmement, la substitution. Lorsque cela était possible, les ingénieurs allemands reconçurent les équipements pour utiliser des roulements plats, des douilles ou des bagues, à la place des roulements à billes. Les roulements plats nécessitant un entretien et un remplacement plus fréquent, mais peuvent être fabriqués avec une technologie plus simple et des matériaux moins critiques. Les analyses d'après-guerre confirmèrent le scepticisme d'Arthur Harris. La campagne des roulements à billes, malgré le coût de centaines de vies américaines et de dizaines de bombardiers, eut un effet stratégique limité. En 1945, l'Allemagne avait rassemblé plus de réserves de roulements que jamais. La production avait été dispersée dans des installations souterraines et de petits ateliers rendant le ciblage inefficace. Pendant que les B-17 brûlaient au-dessus de Schweinfurt, les usines américaines résolvaient le problème des roulements différemment. Non pas en bombardant les usines allemandes, mais en produisant des alternatives meilleures. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commença, la production de Timken augmenta considérablement. L'entreprise ouvrit plusieurs nouvelles installations dans l'Ohio. La Timken Ordnance Company, à Canton, en 1941, fabriqua environ 80 000 tubes de canon
sur les 2 années suivantes. L'usine de roulement de Zanesville ouvrit en 1943. D'autres nouvelles implantations incluaient Columbus et Newton Falls. Pendant la guerre, la production de Timken plus que doubla son pic précédent. Les statistiques racontent l'histoire. Chaque Jeep américaine utilisait 24 roulements Timken, avec 660 000 Jeeps livrés à l'armée. Timken produisit plus de 15,8 millions de roulements pour les seuls Jeeps. Les camions nécessitaient des dizaines de roulements supplémentaires chacun. Les chars utilisaient des roulements Timken pour les chemises roues tourelles et transmissions. Les pièces d'artillerie, trains d'atterrissage d'avions et arbres d'hélice de navires utilisaient tous des roulements coniques Timken. L'avantage n'était pas seulement que les roulements Timken fonctionnaient. Ils fonctionnaient souvent mieux que les roulements Zabill pour les applications militaires. Capacité de charge, les rouleaux coniques supportaient beaucoup mieux les charges combinées radiales et axiales que les roulements Abill. Les chenilles de chars et les roues de camion subissaient exactement ces charges combinées. Durabilité. Le contact linéaire entre le rouleau et la piste, contrairement au contact ponctuel des roulements Abill, répartissait les charges, réduisant le stress et prolongeant la durée de vie. Entretien. Les roulements coniques pouvaient être ajustés pour compenser l'usure, alors que les roulements Abill usés devaient être remplacés. Fabrication. Timken contrôlait toute sa chaîne d'approvisionnement de la production d'acier à l'assemblage des roulements, sans dépendre d'importations ou de fournisseurs externes. À la fin de la guerre, Timken avait produit des centaines de millions de roulements pour l'équipement militaire allié. Le modèle intégré verticalement avec production d'acier, usinage des roulements et contrôle total de la qualité s'avéra supérieur aux chaînes d'approvisionnement mondiales perturbées par la guerre. La physique favorisant les roulements coniques n'était pas évidente, mais fondamentale. Mécanique du contact. Un roulement Abill touche sa piste en un point. Sous charge, ce point se déforme en une petite ellipse, mais la zone de contact reste minuscule, concentrant intensément le stress. Un rouleau conique touche sa piste le long d'une ligne. Sous charge, cette ligne se déforme en un rectangle étroit. La zone de contact est beaucoup plus grande, répartissant le stress sur une plus grande surface et réduisant les pics de contrainte. Distribution des charges dans les roulements Abill. Sous charge combinée, seules quelques billes supportent la majeure partie de la charge. Dans les roulements coniques, tous les rouleaux partagent les charges plus uniformément, grâce à la géométrie et au positionnement précis. Ajustabilité. Les roulements coniques pouvaient être préchargés et ajustés pour éliminer le jeu et optimiser le contact. Les roulements Abill, eux, ont des jeux fixes déterminés lors de la fabrication. Dissipation de la chaleur la plus grande, surface de contact des roulements coniques conduit la chaleur plus efficacement, réduisant les températures de fonctionnement. Pour les véhicules militaires, opérant dans des conditions difficiles avec des charges d'impact des poids lourds, un entretien médiocre et des environnements contaminés, ces avantages étaient décisifs. Les roulements Timken résistaient à des conditions qui détruisaient les roulements Abill. Les ingénieurs allemands savaient que les roulements coniques existaient, mais leur fabrication se concentrait sur les roulements Abill. La conversion de la production aurait nécessité une refonte des usines, une formation des ouvriers et une modification des équipements, ce qui était impossible en temps de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de machines expédiées en Europe dans le cadre du plan Marshall furent équipées de roulements Timken, permettant à l'entreprise d'étendre sa présence sur des marchés où les concurrents européens dominaient. L'affaire
antitrust qui a marqué l'entreprise United States vs Timken, Roller Bearing Co., survint après-guerre. Le département de la justice allégua que Timken avait conspiré avec British Timken, Tilted et French Timken pour restreindre le commerce par des restrictions territoriales. Pendant la guerre, ces restrictions créèrent des problèmes. L'Australie, dans le territoire de British Timken, avait désespérément besoin de roulements pour la production militaire. British Timken ne pouvait fournir des quantités adéquates et était débordé par les besoins militaires britanniques. Les distributeurs australiens réclamaient des roulements américains, Timken. Le 4 décembre 1940, une correspondance entre les dirigeants de Timken montrait le dilemme. Ils avaient été informés par la British Purchasing Commission qu'ils prendraient très probablement tous les achats de roulements anti-friction pour l'Australie, donnant les contrats aux plus offrants. Les notes internes documentaient comment Timken naviguait dans les accords territoriaux pendant la guerre. Il y a eu une interférence sérieuse dans la production militaire australienne en raison de l'incapacité de British Timken à fournir les roulements pendant la période d'urgence de guerre. Le défendeur fut d'abord autorisé à remplir seulement les commandes australiennes, puis les commandes provenant de n'importe quel lieu dans le territoire de British Timken, mais uniquement via les distributeurs de British Timken et au prix désigné par eux. Après plusieurs appels, la Cour suprême statua en 1951 que Timken avait conspiré avec des filiales étrangères pour restreindre le commerce. La décision força une restructuration des opérations internationales, mais ne ralentit pas la croissance de Timken. En 1960, Timken opérait aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Afrique du Sud, en Australie et au Brésil. En 1974, Timken ouvrit des opérations commerciales au Japon, apportant les roulements coniques américains sur le marché le plus exigeant au monde. Dans les années 1970 et 1980, Timken s'étendit en Italie, Corée, Singapour et Venezuela. En 2003, Timken acquit le concurrent Torrington Company pour 840 millions de dollars, doublant la taille de l'entreprise et créant le troisième plus grand fabricant de roulements au monde. En 2014, l'entreprise sépara les opérations roulements et acier. Timken Company continua à fabriquer des roulements, tandis que Timken Steel, désormais Metallis, devint indépendante. En 2024, la société Timken affichait 4,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et employait plus de 19 000 personnes dans le monde, opérant dans 45 pays. Timken reste le plus grand fabricant mondial de roulements coniques, position détenue continuellement depuis les années 1920. La gamme de produits s'est élargie. Timken fabrique désormais des roulements à billes sphériques cylindriques, à butée plat, unités logées et de précision, ainsi que des réducteurs systèmes de lubrification automatique, courroies, chaînes accouplement, produits de mouvement linéaire et services de transmission de puissance. Mais les roulements coniques restent centraux. Des roulements de la taille des disques durs aux roulements sur mesure de 9 tonnes pour des forges lourdes. Timken domine le marché avec environ 30% de part de marché mondial pour les rouleaux coniques. L'ironie ultime est que Henry Timken était allemand. Né à Hanovre, il émigra à l'âge de 7 ans et devint pleinement américain, mais sa sensibilité en ingénierie reflétait la rigueur et la précision allemande. Ses voyages en Allemagne dans les années 1890 l'exposèrent aux avancées européennes en matière de roulement. Les fabricants allemands de roulements à billes, comme Fischer et Schaefer, pionnièrent dans la fabrication de précision. Le Suédois SKF créa des réseaux de distribution mondiaux. Mais ces entreprises se concentraient sur les roulements à billes parce que c'était ce qu'elles connaissaient.
Timken a vu ce que les fabricants établis ne voyaient pas pour les applications à charge lourde. Les rouleaux surpassent les billes. La géométrie conique qu'il brevetait en 1898 résolvait des problèmes que les roulements à billes ne pouvaient pas résoudre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, l'industrie américaine disposait d'un fabricant domestique de roulements, qui ne dépendait pas des importations allemandes, ne nécessitait pas la neutralité suédoise et produisait des roulements supérieurs pour la plupart des applications militaires. Les raids sur Schweinfurt, bien que dévastateurs pour la production allemande, n'étaient pas nécessaires pour maintenir la production de guerre américaine. Les usines Timken en Ohio produisaient déjà tout ce qui était nécessaire. Le ministre allemand de l'armement Albert Speer passa la guerre à s'inquiéter de l'approvisionnement en roulements à billes. Son homologue américain n'avait pas cette préoccupation, Timken s'en chargeait. La technologie moderne des roulements a validé l'innovation de Henry Timken de 1898. Aujourd'hui, les équipements lourds utilisent massivement des roulements coniques. Les roulements de roues automobiles dans les camions SUV et véhicules lourds, l'aérospatial, les trains d'atterrissage, les boîtes de vitesse, le ferroviaire, les essieux de wagons, les moteurs de locomotives, l'industrie, les éoliennes, les équipements miniers, les aciéries, la construction, les excavatrices, les grues et la machinerie lourde. Les roulements à billes restent optimaux pour les applications à haute vitesse et faible charge, comme les moteurs électriques, les machines-outils et les instruments de précision. Mais pour les applications combinant charges lourdes et services intensifs, les rouleaux coniques dominent. La physique exploitée par Henry Timken en 1898 reste inchangée. Le contact linéaire répartit mieux les charges que le contact ponctuel. La géométrie conique gère mieux les charges combinées que la géométrie sphérique. Les roulements ajustables s'adaptent mieux aux conditions que les roulements fixes. Ces principes élaborés dans un atelier de carrosses à Saint-Louis sont devenus la fondation d'une industrie mondiale. Alors que les historiens débattent de l'importance des bombardements de Schweinfurt, il n'y a aucun doute sur l'importance des roulements Timken. Ils étaient présents dans chaque Jeep, chaque camion, chaque chenille de char, chaque arbre d'hélice de navire. Le roulement conique n'a pas fait la une des journaux. Il n'est apparu dans aucune photo spectaculaire. Les généraux n'ont pas discuté de stratégie des roulements à Yalta ou Potsdam, mais les officiers logistiques savaient que sans roulement, les véhicules ne bougent pas. Sans mouvement, les armées ne peuvent pas combattre. L'Allemagne entra dans la Seconde Guerre mondiale, dépendante d'une production centralisée, de roulements à billes, vulnérables au bombardement. L'Amérique entra dans la guerre avec une production dispersée de roulements coniques à l'abri des attaques. L'Allemagne passa la guerre à chercher des importations suédoises et à substituer des roulements plats inférieurs. L'Amérique produisit en masse des roulements supérieurs en quantité illimitée. L'avantage n'était pas spectaculaire. Aucune bataille unique ne dépendait de l'approvisionnement en roulements, mais agrégé sur des millions de véhicules, des milliards d'heures de fonctionnement et 6 années de guerre, l'avantage cumulé fut énorme. Chaque roulement qui ne faillissait pas signifiait un véhicule de moins immobilisé. Chaque véhicule opérationnel signifiait que les fournitures atteignaient le front. Les fournitures aux fronts signifiaient que les offensives continuaient. Les offensives continues signifiaient la victoire. Henry Timken mourut en 1909 sans jamais savoir que son invention aiderait à gagner la plus grande guerre de l'histoire. Il voulait simplement fabriquer un meilleur roulement pour les chariots. Il réussit au-delà de toute imagination. L'immigrant de Tomstadt, qui avait été apprenti carrossier à 16 ans, inventa quelque chose de véritablement utile pour le monde,
exactement comme il l'avait voulu. Le roulement conique réduisait la friction fondamentalement. Il le fait encore aujourd'hui. Et tandis que les bombardiers américains mouraient au-dessus de Schweinfurt en essayant de détruire les usines allemandes de roulements à billes, les usines américaines produisaient silencieusement quelque chose de meilleur, non pas par des raids spectaculaires ou des bombardements stratégiques, mais par une ingénierie patiente et une production de masse. La guerre des roulements ne fut pas gagnée dans le ciel, au-dessus de la Bavière, mais dans les usines de Canton, Ohio, où l'invention de Henry Timken, perfectionnée par son entreprise américaine, sortait des lignes de production par millions. En 1940, l'Amérique n'avait pas besoin des roulements allemands. Elle avait quelque chose de mieux.